Salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire une petite analyse de l'action Spotify puisque j'ai vu qu'elle avait pris 12% après avoir annoncé ses résultats. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de voir ce que ça donnait puisque j'avais jamais analysé cette entreprise. Et donc là, ça va être plus une analyse un petit peu de découverte, donc sans avoir fait de recherche approfondie. Donc on va voir ce que ça donne. Et déjà, pourquoi est-ce que l'entreprise a pris 12%? Donc c'est grâce aux résultats qui étaient bons. Donc le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 11% pour atteindre 640 millions. Le nombre d'abonnés a augmenté de 12% pour atteindre 252 millions. Le chiffre d'affaires a augmenté de 19% pour atteindre 4 milliards. La marge brute a atteint 31,1%. Donc là, c'est quand même déjà un premier point, quand même gros point négatif qu'on peut remarquer. C'est que Spotify, c'est une boîte de software. Donc habituellement, on a des marges qui sont très élevées. Par exemple, pour comparer Google, qui a des marges pas si élevées que ça pour du software, je crois que c'est 55% de marge brute. Meta, c'est 80%. Microsoft, on doit être dans les 70% à peu près. Donc là, 31% de marge brute, ça fait vraiment bas. Et ça vient du fait que Spotify doit reverser quelque chose comme quasiment 70% des infos que j'ai trouvées, de ses revenus aux maisons de disques, aux artistes, etc. Donc ça, c'est quand même un gros désavantage et qui est en plus vraiment lié à la nature du business, quoi. Ça va quand même être assez compliqué pour eux de s'en détacher. J'ai vu que pour augmenter leur marge brute, ils se dirigeaient de plus en plus vers les livres audio et les podcasts. Mais est-ce que ça pourra faire suffisamment la différence? Ça, je sais pas, on verra. Et pour rappel, ce qu'on appelle la grosse margin ou la marge brute, c'est vraiment le premier niveau de marge. Donc on prend le chiffre d'affaires, on déduit le coût des ventes, donc c'est en fait le coût de création des produits, ou bien les coûts nécessaires pour pouvoir fournir le service. Donc dans le cas de Spotify, c'est plus ça, hein. Donc c'est tout ce qui est payé aux artistes, labels, etc. Et donc c'est vraiment lié à la nature du business, et c'est avant d'avoir enlevé les coûts de recherche et développement, avant d'avoir enlevé les coûts de marketing, tous les coûts administratifs, etc. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, il faudrait vraiment se pencher sur l'opportunité qui est réellement les livres audio et les podcasts pour eux. Donc en tout cas, sinon les résultats étaient bons, enfin pour eux ça reste un record de marge brute, sinon c'était plutôt autour des 25-26% et des bonnes croissances. Donc ça explique la hausse du cours de l'action, et maintenant on va regarder sur Graham, si c'est une boîte qui répond à mes critères de qualité. Et pour ceux qui ont découvert la chaîne récemment, Graham c'est le site que j'ai développé pour faire mes propres recherches d'actions. Donc ici, vous pouvez chercher n'importe quelle action française, européenne en général d'ailleurs, américaine, canadienne, chinoise, etc. Et puis pour chaque boîte, vous avez plusieurs onglets, donc un ici qui résume un petit peu tous les ratios principaux, les 3 documents financiers, donc bilan, compte de résultat, flux de trésorerie, donc bilan principalement, on l'utilise en général surtout pour voir le niveau d'endettement des boîtes. Donc on voit ici que par exemple Spotify, ils ont aucune dette, une dette nette négative. C'est-à-dire qu'ils ont plus de cash que de dette, donc ça veut dire pas de risque de faillite, et on peut tout voir en annuel et en trimestriel. Il y a le compte de résultat qu'on utilise surtout pour voir le chiffre d'affaires, avec une vue graphique, la croissance d'année en année, et puis la croissance annuelle moyenne sur 5 ans et 10 ans quand elle est disponible, avec la même chose en trimestriel. Et par exemple la marge brute qu'on vient de voir, donc voilà, qui était habituellement plutôt à 25% pour Spotify, donc là ils ont battu un record. Les bénéfices, le nombre d'actions, pour voir s'il n'est pas en hausse, auquel cas les actionnaires se font diluer, ce qui n'est pas bon. Les flux de trésorerie principalement pour voir le free cash flow, donc ce qui nous intéresse en tant qu'actionnaire, la marge du free cash flow qui va avec, et le free cash flow par action, ce qui est encore plus proche de l'actionnaire, puisque dans le cas où il y a des rachats d'actions, on aura un free cash flow par action qui va croître plus vite que le free cash flow, et donc ça a un impact positif sur la performance de l'action à la fin. Aussi un onglet de transcript, donc qui répertorie les transcripts des entreprises, donc c'est là où le CEO, par exemple Daniel Ek, pour Spotify, va s'exprimer, raconter la stratégie de la boîte, tout ça. Et puis ensuite des questions d'analystes, donc ça permet de bien voir quelles sont les problématiques des boîtes à ce moment-là, et puis leur stratégie. Ensuite l'onglet qualité, qui me permet de voir très rapidement si une entreprise est de qualité, donc avec 6 critères que j'ai sélectionnés. Et puis l'onglet valorisation, pour éviter de payer ces boîtes trop chères, ce qui pourrait ruiner nos perfs. Donc il y a tout ça, une page Super Stocks qui liste du coup toutes les boîtes qui répondent à ces 6 critères, la page Super Investors qui permet de voir les portefeuilles de tous les meilleurs investisseurs, par exemple le portefeuille de Bill Ackman ici, et puis les actions les plus possédées par ces investisseurs, les plus achetées au trimestre précédent et les plus vendues au trimestre précédent. Et on peut d'ailleurs voir qu'il n'y a aucun de ces investisseurs-là qui a du Spotify. Donc ensuite il y a la partie watchlist, donc pour créer ces watchlists. Et puis pour terminer, la communauté privée, donc sur laquelle on discute de nos investissements. Et j'avais d'ailleurs reçu un mail l'autre jour de quelqu'un qui me demandait s'il y avait un endroit où je partageais en temps réel les transactions que je faisais, donc quand j'achetais une action par exemple.
Et en effet, cet endroit, c'est justement sur cette communauté. Donc voilà pour la petite présentation du site pour tous les nouveaux. Donc on repasse sur Spotify. On va voir du coup la partie qualité. Est-ce que Spotify l'a rempli? Donc donc mon premier critère, c'est la croissance annuelle du chiffre d'affaires. Je rappelle que moi, mon objectif, c'est la performance maximum, donc en gros gagner le plus d'argent. Et donc une grosse partie de ça, c'est d'avoir une grosse croissance du free cash flow par action, et ça passe déjà par une croissance du chiffre d'affaires. Donc là, la moyenne sur 5 ans est de 20% par an, donc ce qui est très très bien. On voit que c'est une courbe régulière, et que c'est toujours à 2 chiffres, avec un petit ralentissement en 2023, mais ça c'est pas quelque chose qui me fait très peur. Donc ça c'est bon. Ensuite, la croissance du free cash flow, moyenne sur 5 ans, 25%, donc c'est plus élevé que celle du chiffre d'affaires. Et alors on voit ici que c'est un petit peu moins régulier, donc ils n'avaient pas eu de free cash flow presque en 2022. Et là sur ce type de boîte, en général, je m'attends à des rémunérations en actions qui sont assez élevées. Donc on va regarder. On a ici donc dans les flux de trésorerie, rémunération en actions, 321 millions d'euros. Et si je compare ça au free cash flow, qui est de 674 millions. Ça veut dire qu'il y a à peu près 50%, enfin les rémunérations en actions représentent à peu près 50% du free cash flow, ce qui fait très élevé. Je fixe, je dirais, ma limite, ma tolérance, je dirais, à 30%, sachant que même si on garde comme ça la réintégration des rémunérations en actions, donc pour arriver aux 674 millions, ça fait une marge du free cash flow de seulement 5%, donc là ça ferait une marge réelle de 2,5%, un truc comme ça. Donc ça fait pas beaucoup. Donc pour l'instant c'est une boîte qui est à peine rentable, on va dire. Et je préfère investir sur des boîtes qui ont des historiques de rentabilité qui est prouvé. Parce que là je trouve que c'est un petit peu plus dur de se projeter. Donc le niveau de croissance est bon, mais faudrait tout diviser par deux, quoi. Et si je regarde l'année d'avant c'était 381 millions pour un free cash flow de 21 millions. Donc en fait en réalité ils ont pas été rentables. L'année d'avant 223 millions pour 276 millions. Ouais, donc en fait, c'est même plus que 50% en moyenne. Là, 176 millions pour 181 millions. Ouais, donc c'est vraiment une boîte qui est à tout juste à peine rentable. Donc voilà pour le free cash flow. Donc c'est un critère qui au final n'est pas réellement validé pour moi. Et ensuite le ROCE, donc qui est souvent vu comme le critère de qualité numéro 1, puisque c'est en fait les retours sur investissement internes de l'entreprise. Donc quand ils réinvestissent 1 euro, combien est-ce qu'ils génèrent derrière? Donc là, moi je cherche des moyennes à au moins 15%, et voire même minimum 20%. Et là on est à 9% en moyenne, sachant que c'est un ROCE calculé avec le free cash flow, je l'ai un petit peu modifié. Mais comme on l'a vu, la boîte est à peine rentable, donc c'est pas terrible. Et en plus, si on décide d'enlever les rémunérations en actions, en fait ça tombe à du 4%, quelque chose comme ça. Donc là, ça correspond pas à ce que je recherche. Ensuite, la dette, donc là c'est pour vérifier si l'entreprise a des risques de faillite. Ça on a vu tout à l'heure dans le bilan que c'était pas le cas. Donc là je regarde en combien d'années ils peuvent rembourser leur dette, donc en faisant la dette nette divisée par le free cash flow. Donc comme il n'y a pas de dette, on trouve un nombre négatif, donc ça c'est bon et c'est assez typique dans tout ce qui est software. Ensuite, le nombre d'actions en circulation, ça faut vérifier que ce soit pas en hausse. Si c'est en hausse, donc que le nombre d'actions augmente, ça veut dire que, par exemple, pour le ratio free cash flow par action, la croissance de ce ratio-là va être ralentie par l'augmentation du nombre d'actions. Donc on va avoir une croissance du free cash flow par action qui est inférieure à la croissance du free cash flow, ce qui est pas ce qu'on voudrait. Donc ça participe à réduire la performance pour l'actionnaire, et donc on dit que ça dilue les actionnaires. On voit que le nombre d'actions augmente légèrement depuis 2015. Donc ça c'est pas idéal. Et ensuite le niveau de marge du free cash flow, ça on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pas très élevé, 3,38% en moyenne sur 5 ans. Sachant que si on enlève les SBC, donc les rémunérations en actions qui sont inclus dans le free cash flow, on descend à quasiment zéro. Juste en dessous on peut voir que Daniel Ek, le fondateur de la boîte et qui est aussi le CEO, possède toujours 15,6% de la boîte, donc ça c'est un bon point. D'avoir le fondateur qui est toujours aux commandes et qui a toujours beaucoup de parts dans la boîte. Ça permet d'aligner les intérêts avec les investisseurs. Et puis il y a aussi Martin Lorentzon qui est cofondateur ou bien qui a investi très tôt dans la boîte, l'un des deux, qui a toujours 11% de la boîte. Donc ça c'est des bons points. Et ensuite au niveau du moat, donc rempart concurrentiel, je pense que le principal, voire le seul de loin, c'est Network Effect. Donc ça c'est quand un service ou un produit devient de plus en plus utile, donc gagne en valeur au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Donc pour Spotify, plus il y a d'artistes, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'artistes. Et il y a aussi le fait que donc, plus ils ont de contenu et d'utilisateurs, plus leur système de recommandation il peut être bon, puisqu'ils ont plus de données pour rendre le ciblage meilleur. Donc il y a ça. Après, la question que je me pose, c'est à long terme, comment ça va se passer par rapport
à Apple, par rapport à YouTube. Parce que moi, c'est vrai que j'utilise pas du tout Spotify. Quand j'écoute de la musique, j'utilise YouTube. Donc j'ai du mal à me rendre compte de l'avantage qu'ils peuvent avoir par rapport aux autres. Et quand même, Apple et Google en concurrent, c'est pas le plus facile, mais pour l'instant, ils s'en sortent bien. Donc s'il y a parmi vous des gros utilisateurs de Spotify, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire pourquoi selon vous, enfin quel avantage ils ont selon vous par rapport à Apple et Google et qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui se fasse pas éclater quoi, par rapport à ces deux concurrents. Donc voilà, au niveau du mot, il y en a un, mais est-ce que c'est suffisant face à Apple et Google? Ça faudrait que je fasse plus de recherches. Et ensuite, niveau valorisation, donc ici on peut voir l'évolution du price sur free cash flow. D'ailleurs, j'ai modifié pour que maintenant on puisse le voir par trimestre, et ça remonte, les données remontent jusqu'à 1986 pour les plus anciennes boîtes, par exemple Microsoft, Apple, tout ça. On peut voir jusqu'à 1986 et sinon ça remonte à l'IPO. Et donc dans le cas de Spotify, on est aujourd'hui à 66 fois le free cash flow, ce qui fait beaucoup, mais comme c'est une boîte qui est à peine rentable, là c'est dur de se rendre compte de quel est son potentiel réel de rentabilité. Donc je trouve que c'est vraiment dur de valoriser ce genre de boîte. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je pense pas que je serais intéressé pour investir dans Spotify. Donc parce que déjà ça remplit pas certains des critères qui sont les plus importants pour moi, donc ROCE, les niveaux de marge, la dilution des actionnaires. Au niveau des marges, on pourrait se dire qu'ils vont être capables de les augmenter, mais le problème, c'est que c'est capé par cette marge brute. S'ils avaient un niveau de marge brute typique de boîte de software, 70, 80%, etc., pourquoi pas, mais là quand même, le fait qu'ils soient un peu coincés à 25, avec là un record à 31, ça me donne pas trop envie d'investir dedans. Donc dites-moi votre avis, et puis pour terminer, si ça vous intéresse, vous avez le lien de Graham dans la description, et en premier commentaire épinglé. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!